STI2D Coronavirus, la chaîne pédagogique du technique. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant une autre propriété des matériaux. Et là, on va s'attarder sur les propriétés mécaniques et notamment les déformations de ces matériaux. Alors bien sûr, on va faire des calculs pour voir si oui ou non tel ou tel matériau, système, résiste à un effort mécanique qu'on lui applique dessus. Donc on va voir des exemples et on fera des exercices concernant ce chapitre qui est assez simple ma foi. Donc, propriété mécanique des matériaux. Donc, la propriété mécanique d'un matériau est essentiellement fait et due lorsque l'on conçoit ce matériau, enfin ce matériau plutôt ce système. Forcément, tous les matériaux sont soumis à des efforts mécaniques. Vous-même, quand vous mettez votre main sur votre table, il y a des minuscules déformations qui s'effectuent sur la table. Même si elles sont microscopiques au niveau des yeux, forcément, elles existent néanmoins. Donc là, pour ce chapitre, on va voir si, quand on déforme un matériau, si ça résiste ou non à l'effort mécanique qu'on lui applique. Sachant qu'on va plus regarder et faire attention à tout ce qui est traction et compression qu'on va voir juste après. Donc les matériaux que l'on conçoit et que l'on construit, ça doit être résistant. D'accord, rien de plus simple. Alors ici sur l'image, en haut à droite, vous avez un cylindre. Alors cylindre qu'on peut appeler également éprouvette. Sur ce cylindre, en fait, on va lui appliquer un effort mécanique à gauche qui va comprimer, d'accord, ce cylindre. Donc forcément, quand on comprime ce cylindre, il va rapetisser et il va grossir. D'accord. A contrario, ici, on va tirer sur ce cylindre en effectuant un effort mécanique qui va vers l'extérieur. Là, le cylindre va s'allonger et va s'amincir en son centre. Donc là, ce sont des essais de compression et de traction. D'accord. Donc, ce qu'on va faire pour ce chapitre, c'est qu'on va étudier ces déformations au niveau des structures et des éléments que l'on a. 4 sollicitations que l'on va retenir pour nos études. D'accord. On a la flexion. D'accord. Donc ça, c'est une sollicitation mécanique simple. Donc c'est le même principe que le plongeoir dans une piscine. D'accord, quand vous êtes au bout de la planche se déforme. On a la traction ou la compression. Donc ça, on l'a vu juste avant. On a la torsion, d'accord, au niveau d'un matériau. Donc la torsion, c'est par exemple quand vous avez un linge qui est humide, vous effectuez un effort mécanique de torsion, d'accord, pour l'essorer. Et enfin, dernière chose, on a le cisaillement. Alors le cisaillement, vos ciseaux ne coupent pas, ils cisaillent. D'accord. Vos dents, vos incisives, quand vous croquez dans une pomme, on effectue un effort mécanique de cisaillement. C'est-à-dire que les incisives du haut cisaillent en relation avec les incisives du bas. Et ça vous permet de détacher le morceau de la pomme quand vous croquez dedans. D'accord. Donc ce sont des éléments à savoir. Ici, vous avez des essais sur des caissons en béton. Ce sont des essais sur des caissons qui comportent des déchets radioactifs. Donc évidemment, je vous laisse imaginer que ces caissons doivent être résistants, d'accord, et ne pas se déformer, sachant que ces caissons sont empilés les uns sur les autres. Donc afin de voir si ces caissons sont assez résistants pour lors de l'empilement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des capteurs sur le pourtour des caissons et on voit si au niveau du béton ça se déforme pas trop et si ça ne casse pas. D'accord. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a un essai de compression au niveau des caissons. Sachant que le caisson du bas, c'est celui qui reçoit le plus de déformation, puisqu'il reçoit le plus de masse et de poids
puisqu'il y a un deuxième caisson qui est au-dessus et on a un poids qui est rajouté. D'accord. Autre élément que l'on peut rencontrer dans le domaine de tous les jours, hein, quand vous entrez dans une église, les immenses poteaux qui sont là sont soumis à un effort de compression. D'accord, afin de supporter la charpente, le toit, qui sont en pierre. Donc, petite parenthèse concernant les églises, en général, tout ce qui est colonne d'église, poteaux, sont surdimensionnés par rapport à ce que ça devrait être. D'accord, pour des raisons tout simplement de connaissance. Enfin, de connaissance. Voilà, il faisait en sorte de surdimensionner les ouvrages afin de ne pas avoir de soucis quand il mettait le reste de la structure. Voilà. Et deuxième élément, c'est la flexion que l'on trouve pour tout ce qui est poutrelle ou poutre concernant l'élaboration des planchers, sachant que les poutres vont se déformer en faisant un espèce de sourire. Voilà. Donc vraiment, si on exagère au maximum. Donc voilà pour ces exemples de sollicitation mécanique que l'on peut rencontrer dans tous les jours. Alors bien sûr, il y en a d'autres et il y en a plein. On va partir de deux hypothèses concernant les propriétés mécaniques de ces matériaux. On va partir sur la première hypothèse qui concerne l'homogénéité. Donc les matériaux ont les mêmes propriétés mécaniques en tout point. D'accord, ça veut dire que je me mets, mettons, au sommet du poteau et en bas du poteau, il y aura forcément les mêmes propriétés mécaniques qui se passera au niveau de la matière. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'isotropie. Alors l'isotropie, on va aller au plus simple. On va parler du bois. Je suppose que vous avez tous déjà bûcheronné un petit peu, et notamment quand vous fondez une bûche de bois, il faut que vous soyez bien parallèle par rapport aux fibres du bois, d'accord, avec votre hache, quand vous coupez votre bûche. Si vous êtes perpendiculaire, forcément, ça va être plus compliqué de fendre la bûche, voire impossible. Donc on partira aussi du principe de l'isotropie, ça veut dire que on a les mêmes propriétés physiques suivant la direction où on effectue un effort mécanique sur le matériau. D'accord? L'isotropie, c'est ça. Alors ici vous avez vous avez deux vidéos sur la déformation et la rupture d'une aile d'un avion. Donc là c'est une petite vidéo intéressante et impressionnante à regarder. Et enfin vous avez un essai de traction sur une éprouvette. Donc je vous laisserai regarder ces vidéos tranquillement chez vous. Donc là on va parler des différents domaines de déformation pour un essai de traction. Alors traction compression, ce sont les mêmes calculs et les mêmes formules que l'on va utiliser. Donc on va retenir trois principaux domaines lorsque notre éprouvette ou notre cylindre va se déformer. Donc l'objet d'étude, c'est cette éprouvette que je vous montre là. D'accord, donc c'est des petits cylindres que l'on met dans un appareil et on effectue un effort mécanique de traction et on voit comment ça se déforme. Trois principaux domaines, le domaine que l'on dit élastique, c'est-à-dire qu'il y a une déformation qui est réversible, d'accord, donc un petit peu comme l'élastique que vous déformez je sais pas, pour jouer, ça revient toujours à sa position initiale. Deuxième domaine, le domaine plastique. Là, on a une déformation qui est irréversible, donc à partir de là, c'est mort. Et enfin, pour le troisième domaine, c'est le domaine de la rupture, et c'est là où il y a une déformation irrémédiable. Quand on dit déformation irrémédiable, ça veut dire que l'éprouvette se casse, ou est vraiment très proche de se casser. Ici, sur l'image de droite, vous avez les principales étapes. Donc les deux premières éprouvettes, c'est une déformation que l'on peut qualifier d'élastique, d'accord, parce que ça peut revenir à sa position initiale. Les deux suivantes, on a dans le domaine plastique, c'est-à-dire qu'il y a une déformation qui est irréversible, et la dernière, c'est le domaine de la rupture, donc c'est là où l'éprouvette se casse. D'accord, donc à partir de cette courbe, d'accord, qui fait la relation entre la contrainte, donc la contrainte c'est ce qu'on applique au niveau du matériau et
l'epsilon, donc c'est l'espèce de E, c'est l'allongement, et bien on va voir si c'est assez résistant par rapport à nos calculs. Ici, je vous ai remis le graphique avec la description des différents éléments dont je viens de vous parler. Donc sigma, c'est ce qu'on appelle la contrainte appliquée au matériau, qui est exprimée en mégapascal. Petit rappel, 1 pascal, c'est 1 newton par mètre carré, donc en termes d'effort mécanique. Epsilon, donc c'est le E qui est là, c'est l'allongement du matériau, d'accord. RE, c'est la limite d'élasticité, donc c'est le moment où apparaît la première déformation plastique, d'accord. Donc forcément, quand on conçoit un élément, on ne doit pas dépasser la valeur de RE. Si on dépasse cette valeur de RE, donc la limite d'élasticité, forcément notre pièce, notre ouvrage d'architecture va se déformer de façon irréversible et c'est pas ce qu'on souhaite. D'accord ? Notre conception doit être résistante, notre pièce mécanique doit être résistante, notre poteau d'architecture, de soutènement, etc. doit être résistant, donc ne doit pas se déformer. Cela va de soi. Ça se déformera forcément, mais de façon tellement infime que ça va pas remettre en cause la structure ou le système où est le matériau. Et enfin, on a le RM. Donc le RM, c'est la limite avant rupture. Donc c'est entre la courbe noire et la courbe verte. Donc là, c'est avant que ça casse, et donc c'est pas ce qu'on souhaite. D'accord ? Donc ce qu'on peut voir au niveau de la courbe bleue, c'est que ça fait une fonction linéaire. D'accord, on part de 0 et on a une pente qui est déterminée par la limite d'élasticité du matériau. Quelques formules qu'on va utiliser. Donc sigma, donc c'est la contrainte que l'on applique au niveau de l'éprouvette sur laquelle on soumet des efforts. Donc sigma, ça rejoint en fait la loi de Hooke, et c'est le module d'élasticité multiplié par epsilon. Donc epsilon, c'est l'allongement. Et forcément, dans tout ce qu'on fait, on doit vérifier que la contrainte maximale, d'accord, de notre matériau doit être forcément inférieure à la limite d'élasticité. Si on dépasse cette limite, on est dans la déformation irréversible, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc on doit toujours être inférieur à la limite d'élasticité. Autre expression concernant sigma, c'est que sigma, quand on est dans un essai de traction et de compression, c'est la force qui est divisée par la surface. Donc la force, ce sont des newtons, et la surface est exprimée en mètres carrés. D'accord ? Donc ces deux formules, on va les réutiliser dans nos exercices, et on va pouvoir dimensionner tel ou tel matériau concernant, je sais pas moi, un domaine d'architecture, une pièce mécanique ou autre.